Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, on va commencer. Voilà. Petite présentation pour remettre les idées en place sur le PEPR Forest et sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc un observatoire socio-économique des forêts. Donc, PEPR Forest, vous avez peut-être déjà participé à certains autres webinaires qui ont eu lieu sur le PEPR en général ou sur des différents projets ciblés. Le PEPR Forest s'intéresse au socio-écosystème forestier. Et le PC3, le projet ciblé 3, s'intéresse en particulier au suivi des forêts et des socio-écosystèmes forestiers. Alors bon, je vais repasser rapidement sur quelques transparents que j'ai présentés plusieurs fois déjà, mais pour rappel, les enjeux des socio-écosystèmes forestiers sont des enjeux de transition de stratégie et d'utilisation et aussi de nature de la forêt. Les forêts peuvent être étudiées en tant qu'objet biologique et puis des socio-écosystèmes comme un objet économique et sociologique. Ce qui nous intéresse dans ce projet-là, c'est d'étudier les interfaces, transdisciplinarité entre l'objet forêt et les socio-écosystèmes. Donc vraiment, on rentre dans une vision assez classique des socio-écosystèmes pour les forêts. Et particulièrement dans le projet, on s'intéresse à les enjeux de la renégociation du compromis multifonctionnel, sa mise en œuvre opérationnelle, la mise en œuvre d'une stratégie forêt-bois qui inclut les objectifs d'atténuation et d'adaptation aux changements globaux, et puis des stratégies de décision forêt-bois avec des enjeux sous contexte d'incertitude. Donc là, c'est des thématiques qui sont au cœur du PEPR Forest. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de cadrer le PEPR autour de 4 grands défis qui sont mentionnés ici. Donc, répondre aux défis sociétaux de la transition des socio-écosystèmes forestiers, promouvoir une bioéconomie agile et circulaire, favoriser l'adaptation, la résilience, la capacité d'atténuation des écosystèmes forestiers, et puis finalement, suivre la dynamique des forêts pour la gestion et l'appui des politiques publiques, le point dont on parlera plus particulièrement aujourd'hui. Voilà, alors pour rappel, hein, le PEPR, c'est un programme qui est donc financé sur le programme France 2030, avec un budget de 50 millions d'euros, donc la moitié environ est attribuée à des projets ciblés qui sont pré-câblés, pré-construits, qui sont en phase de construction actuellement, et ensuite des appels à projets ouverts qui seront lancés en 2 phases, puis une partie sur pilotage et gouvernance. Un point que je ne rappellerai pas aujourd'hui, mais on est en phase encore de construction des projets ciblés, donc il y a encore beaucoup la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est une discussion de consultation qui est complètement ouverte, particulièrement sur c'est la thématique qui nous occupe aujourd'hui, où les idées sont encore en train d'être consolidées, et on a vraiment besoin de vos avis, vos contributions, votre expertise, pour pouvoir faire de cette thématique quelque chose d'important et d'utile. Alors, je vais reparler un tout petit peu de l'organisation des projets ciblés. Le premier qui est en train de se construire, puisque une première réunion a eu lieu ce matin, c'est explorer les leviers de l'adaptation en favorisant la résilience, qui s'oriente vraiment sur la régénération forestière. Le deuxième projet ciblé, c'est les analyses multifactorielles des risques associés aux forêts. Le troisième nous occupe aujourd'hui, donc c'est celui le système agile de monitoring écologique des forêts. Et puis, il y en a 2 autres. L'un sur un think tank pour étudier les écosystèmes forestiers, qui est piloté par le JPECOFOR, et un cinquième qui sera particulièrement intéressé à la gestion, à l'interopérabilité des données, un enjeu qui n'est pas simple, comme vous le savez. Voilà, donc on a un calendrier avec un ensemble de consultations qui se déroule jusqu'à juillet. À la fin de cette étape de consultation, on va commencer à consolider les très nombreuses informations et contributions qu'on a eues. Et dans la deuxième moitié de l'année, enfin la dernière partie de l'année, on va rédiger des projets en tant que tels,
avec une programmation et avec un financement qui seront soumis pour validation et qui pourront démarrer début 2024. Donc, on est encore dans une phase assez longue de consultation et d'exploration de la faisabilité des projets. La même phase actuellement est aussi en train d'explorer les interfaces entre le PEPR Forest et d'autres PEPR, comme le PEPR solubiode, fer carbone et puis d'autres que vous avez peut-être en tête et qui seront peut-être d'ailleurs pertinents pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Pour finir sur l'introduction générale, on a une chaîne YouTube, oui, on est à la mode, et on a aussi un site web sur lequel l'ensemble ou la grande majorité des informations sont résumées. Voilà, donc le sujet du projet ciblé 3 que nous coportons avec Camille Piponio-Laroche, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui est aussi RAD, s'intéresse au système agile de surveillance écologique pour les forêts. L'entrée de ce projet, la raison d'être du projet, c'est qu'on a des avancées très rapides en matière de télédétection aujourd'hui, télédétection à très haute résolution spatiale et temporelle. Par ailleurs, on a aussi d'énormes connaissances qui sont mobilisées sur le terrain par les observations, par les inventaires. Et donc, l'intégration de ces deux échelles de connaissances permet d'avoir des informations sur les variables structurelles de la forêt et aussi potentiellement sur la ressource bois à une échelle qui n'était pas forcément disponible il y a encore quelques années ou qui était peut-être espérée mais pas encore opérationnelle. Donc, cette question de l'opérationnalité, maintenant, elle est presque une réalité. Elle permet aussi d'avoir des échelles de temps qui sont assez rapides, donc pour avoir des flux, et de se poser la question de la qualité aussi de ces outils, de ces cartographies. Alors, autour de ça, on a pour l'instant réfléchi à deux grands axes de réflexion autour du projet. Le premier axe, c'est celui du suivi écologique c'est le suivi à l'aide de la détection avec des enjeux qui sont vraiment associés à l'opportunité, la qualité et les limites aussi de cet outil de télédétection, que ce soit en optique, hyperspectrale, LIDAR, etc. Donc, il y a tout un enjeu de mobiliser les technologies, mais aussi de les interroger. Il y a un enjeu aussi de la validation de ces données de télédétection en faisant le lien avec le terrain au mieux possible sur différentes variables pour être, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette partie, mais pour quand même donner le cadrage général, et je pense que c'est intéressant qu'on parle de ces aspects-là. On peut parler de la structure comme la biomasse totale aérienne d'une forêt, la hauteur forestière, qui sont des variables structurales, mais on peut aussi parler des cycles phénologiques de la forêt ou des risques qui sont associés à différents événements comme des sécheresses qui pourraient être détectés et qui pourraient être ces événements de sécheresse ou d'attaques par des insectes ou par des ravageurs qui pourraient être détectés par des télédétections. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de ce PC. Voilà. Il y a un dernier enjeu qui est aussi on a des avancées technologiques qui sont importantes et intéressantes. Et cette entrée technologique est une bonne entrée pour former des praticiens et des étudiants sur ces avancées et permettre aussi de former la génération prochaine des spécialistes des forêts et des chercheurs, des scientifiques sur ces thématiques-là. Alors, en termes de questions de recherche sur les enjeux de suivi des forêts, je l'ai dit assez brièvement dans le dernier transparent, les questions sont quelle confiance apporter aux cartographies issues de la télédétection, quelle sera la santé des forêts dans le futur, est-ce qu'on peut avoir des outils pour mesurer, quantifier, objectiver cet enjeu-là et spatialiser en particulier, donc cartographier ces enjeux de santé des forêts. Comment les forêts françaises vont-elles répondre au changement climatique dans la prochaine décennie? Donc ça, c'est un enjeu aussi parce que ces dispositifs d'observation sont mis en place ou seront mis en place, on pourra aussi avoir une vision du temps long, puisque le projet, le PEPR, va s'étendre sur 7 ans au moins. Et j'ai séparé en fait la question des forêts d'outre-mer par rapport aux forêts françaises, parce qu'elles posent des questions particulières qui interrogent aussi des outils particuliers du fait de leur structure, de leur diversité, et aussi du fait qu'on a
objectivement beaucoup moins de connaissances sur les forêts, en particulier les forêts de Guyane, La Réunion et d'autres territoires ultramarins. Voilà, alors il y a tout un ensemble de méthodes qu'on peut mobiliser pour ce type d'approche. Il y a un deuxième, donc, et puis il y a tout un ensemble de dispositifs que je signale ici, naturellement, que vous connaissez bien, avec les MASSS, par exemple, pour les suivis du DSF sur la santé des forêts, le RENICOFOR, l'ENF, le PSDRF des observatoires des forêts sentinelles, et l'inventaire forestier national, bien sûr, également. Alors, on n'oublie pas aussi de mobiliser les suivis intensifs des sites de recherche qui sont fortement instrumentés, qui pourraient aussi avoir une utilité importante pour ce dispositif. Voilà. Il y a un deuxième volet qui est important aussi, c'est les enjeux de biodiversité, comment les suivre, quelles méthodes. Donc là, on a eu une réunion spécifique sur ces questions-là. On a posé des questions comme comment les plantes des forêts françaises vont-elles répondre au changement climatique, quels sont les risques de diversité des plantes forestières aussi en Outre-mer, et quelle est notre capacité à détecter des métriques de biodiversité par télédétection, les variables essentielles de la biodiversité. Voilà, alors là encore, il y a tout un ensemble de techniques, mais on se rend compte que pour aborder la question de la biodiversité, le rôle de la télédétection est probablement moins mature aujourd'hui et qu'on doit vraiment s'appuyer sur des dispositifs de suivi qui sont préexistants et qu'il faut soit accompagner, soit renforcer et rendre potentiellement également interopérables dans le cadre du projet cible. Voilà, un des exemples qui est intéressant, c'est ce qui est en train d'être fait actuellement sur l'Observatoire des forêts sentinelles, des réserves naturelles de France. C'est un des dispositifs dont on a parlé et qui est un dispositif intéressant pour le PEPR Forest parce qu'il est déjà dans cette approche de socio-écosystème forestier. Bon. Évidemment, dans des zones protégées, donc une partie de la forêt française, mais c'est quand même intéressant et puis ça reflète aussi une partie de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Alors maintenant, au tout début du PEPR Forest, il y avait une discussion, donc Serge Garcia avait porté cette discussion avec Alexandra Mizdevich sur le fait d'avoir un projet ciblé sur le suivi socio-économique. Et finalement, on aimerait poser la question aujourd'hui de savoir si on pourrait associer aux thématiques qui ont été abordées jusqu'à présent, que je vous ai présentées jusqu'à présent, une dimension de suivi socio-économique. Alors, c'est un vaste problème, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur cette thématique-là, et les portes d'entrée sont assez nombreuses. Donc, je ne vais pas forcément dire beaucoup de choses, mais beaucoup prendre de notes aujourd'hui plutôt, pour vous écouter vos points de vue sur cette problématique. Mais ce qui me semble comme trame de cette discussion aujourd'hui qu'on pourrait avoir, c'est qu'on devra avoir certains soucis de cohérence par rapport au projet tel qu'il a été déjà pensé, et on pourrait essayer d'aborder la question des enjeux socio-économiques et du suivi, du monitoring du socio-économique sur une approche cartographique, spatialisée, pour faire référence et refléter aussi toutes les autres informations que le projet ciblé 3 va pouvoir acquérir sur l'objet forêt et par télédétection ou par terrain. Donc ça, c'est l'enjeu, c'est la première question, comment cartographier les écosystèmes, socio-écosystèmes forestiers à l'échelle du territoire français, qui est, j'en conçois, une question assez générique. La deuxième, c'est comment appréhender les pratiques de gestion à l'échelle de la propriété privée. Donc c'est un enjeu qui pourrait s'appuyer sur des plans de gestion, des documents de gestion par ailleurs qui pourraient être aussi mobilisés, des enquêtes de propriétaires sur les trajectoires changement itinéraire sylvicole. Donc toute cette information-là pourrait, avec un point d'interrogation, être mobilisée pour avoir une information spatialisée. On te perd. Pardon ? Oui, il y a un problème de son. Ça coupe des fois. Ah, la qualité du son n'est pas très bonne. Ça coupe quelquefois, là. Juste la 2, et ça va. Vas-y. Si ça recoupe, je te dis. D'accord. Vous n'hésitez pas à me dire et je répéterai. Donc là, je parlais de ce deuxième point, comment appréhender les pratiques de gestion à l'échelle de la propriété privée. Le troisième point qu'on pourrait aborder, c'est comment cartographier la filière bois, l'enjeu des ressources, de la ressource bois, en termes d'exploitation, de prélèvement, d'exploitation et de transformation.
où se font ces différentes actions, dans quelle temporalité, et est-ce qu'on a un retour sur les temps longs dans le passé pour pouvoir aussi projeter des scénarios dans le futur. Alors, associés à ces questions-là, peuvent se poser aussi des actions, des activités sur pas seulement observer, mais aussi intégrer ces connaissances, comprendre, c'est-à-dire prendre ensemble ces connaissances et les mettre dans des modèles, qui peuvent être des modèles d'agents spatialisés, qui pourraient être mis en œuvre. Je sais que le bêta, c'est des choses qui se font déjà au bêta, donc pourquoi pas imaginer de pas seulement faire une approche observationnelle, mais aussi de modélisation. Et ça sera probablement nécessaire. Mais je mets des points d'interrogation à la fin de chacune de mes phrases, comme vous voyez, pour ne pas être prescriptif. Voilà, alors finalement, je cite, juste pour le montrer, un outil qui est déjà disponible, qui est l'Observatoire pour l'économie de la forêt, OLEF, qui est une ressource qui regroupe, et probablement, Serge pourra nous en dire un peu plus, ou Alexandra pourra nous dire un peu plus sur cet outil et comment il pourrait être mobilisé pour accompagner ce projet ciblé, qui liste une grande partie d'informations qui sont des informations soit disponibles dans différents enjeux écologiques, sociologiques ou économiques. Alors donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait en fait pouvoir faire, et là je vais peut-être laisser la parole aussi pour recadrer la discussion à Arnaud Sergent qui nous accompagne aussi dans la construction de ce projet ciblé. Les quelques questions qu'on a pour vous, c'est aborder la question, ces questions de socio-écosystème forestier à l'échelle de l'ensemble du territoire français. Est-ce que c'est possible? Ça apporterait une certaine cohérence au PC3 parce que c'est l'échelle à laquelle l'ensemble des autres dispositifs se placent, mais est-ce réaliste ou est-ce même souhaitable? Donc, question pratique de disponibilité de données de gestion, de consolidation. Est-ce que c'est impossible complètement? C'est faisable, mais c'est difficile, ou est-ce que c'est tout simplement déjà fait? Et des connaissances spécialisées de la filière bois, est-ce qu'il y a déjà des enjeux qui ont été levés, ou est-ce qu'il y a des verrous? Finalement, pour tous les enjeux de modélisation et de scénarisation, quelle équipe, personne, parmi vous ou parmi d'autres des collègues, pourrait être mobilisée ou intéressée par ce type de questions? Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas prendre trop la parole, et vous avez bien compris que je suis assez clairement en dehors de mon champ d'expertise en animant cette discussion, mais je suis assez convaincu que apporter ce genre de thématique dans le projet ciblé 3 avec les aspects qui sont déjà présents apporterait une grande complémentarité et une grande richesse aussi de recherche transdisciplinaire. Et donc, si on pouvait avancer sur cette voie-là, ça serait sans doute bénéfique pour le projet ciblé. Voilà, je vous remercie, et puis je ne sais pas si on peut lancer la discussion collective. Peut-être Arnaud, Oui. tu pourrais commencer. Oui, merci Jérôme. C'est très clair pour moi. Je pense que tu as bien identifié les challenges et l'ambition qu'on peut essayer de se donner par rapport à effectivement à intégrer toute cette dimension-là dans le PC3. Je pense effectivement que ça peut être très, très intéressant. Et effectivement, c'est dans le ton, les trois PC sont en fait, enfin les trois PC structurants sont en fait bien dans cet état d'esprit, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un vrai couplage, une vraie approche socio-écosystème pour le coup, et d'essayer de favoriser le couplage entre les variables et les dynamiques qu'on peut observer sur la dynamique des forêts avec les collègues, écologues, modélisateurs, etc. Et puis, d'un autre côté, les paramètres de sciences sociales qui permettent un peu mieux, au sens très large, hein, qui permettent un peu mieux de comprendre, déjà de comprendre et d'analyser un petit peu mieux quelle est la réalité de cette dynamique en lien avec les forêts, cette dynamique sociale, les activités qui sont en lien, les acteurs qui sont impliqués,
Donc déjà, c'est la première chose, comme tu l'as dit, hein, essayer de caractériser, de comprendre, d'observer, et puis après d'intégrer effectivement et de voir comment ces variables-là peuvent être aussi couplées avec les variables d'observation et d'évolution des dynamiques forestières. Et donc ça, je pense que c'est effectivement très riche et voilà, c'est un beau challenge. Tu as bien résumé un peu les deux axes auxquels on a pensé pour le moment, qui pouvaient être des pistes sur lesquelles on pouvait réfléchir, hein, mais comme tu dis, hein, il y a peut-être des façons de voir les choses différemment. Un axe autour de la gestion, effectivement, mieux caractériser la gestion forestière. En gros, qui fait de la gestion, on l'a fait où, comment on l'a fait, et comment on l'a fait avant et comment on pourrait potentiellement voir comment ça va se faire demain. Dans la perspective de travailler les leviers d'adaptation et d'évolution de la forêt, c'est assez important puisque c'est là que se fait la gestion des forêts. Et puis l'autre, effectivement, autour de la filière bois, avec cette idée d'être capable d'avoir cette approche d'économie du bois. Le challenge que tu fixes, il est intéressant, il n'est pas évident. C'est-à-dire de dire, bah, OK, l'enjeu, c'est d'avoir cette visibilité nationale, de s'embarquer avec vous, qui avez d'autres outils que nous, donc c'est un peu injuste, mais bon, on va essayer quand même d'être réglo et de faire pareil. C'est d'essayer effectivement de avoir cette ambition cartographique nationale et de se dire, bah, voilà, comment est-ce qu'on peut avoir cette approche un petit peu globale et comment est-ce qu'on peut se baser sur des données fiables, généralisées, etc. Et sinon, quelles seraient les données? Enfin, il y a aussi l'idée de se dire, on est là aussi pour dire, à un moment donné, bah, il n'y a pas ces données-là, elles n'existent pas, ou elles ne sont pas opérables, interopérables avec d'autres, ou elles existent mais on n'y a pas accès, ou voilà. Et donc, de faire évoluer aussi à long terme les variables de suivi des écosystèmes forestiers. On a un inventaire forestier national qui est très ambitieux sur la connaissance forestière. On a beaucoup moins d'éléments sur la connaissance de la partie socio-économique. Et donc, bah, c'est aussi potentiellement de cadrer, de porter sérieusement, avec rigueur, des demandes et des questions et de dire, voilà, ça, il nous faudrait ça dans telles conditions. On a identifié les contraintes, les obstacles, mais on pense que c'est important pour telle raison. Donc, il y a aussi ce challenge-là. Faut pas, alors, je vais juste citer un exemple. Voilà, hein, on sait qu'on a une enquête de temps en temps sur les propriétaires forestiers. Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce que le travail qu'on va conduire là ne pourrait pas nous aider à ajuster cette enquête auprès des propriétaires et à en faire un outil plus puissant, à la fois de connaissance, mais aussi, bah, comme l'est l'hygiène, d'aide à la décision, etc. Donc voilà, comme tu l'as dit, je pense que l'idée, c'est pour le moment d'ouvrir assez large, que chacun commente ce que tu viens de présenter, que je trouve moi très clair, et puis qu'on rentre aussi dans les détails, hein, avec notamment l'expérience des collègues de Nancy qui ont déjà de l'expérience là-dessus et qui sont certainement plus à même que nous de bien comprendre d'où on part et jusqu'où on peut aller. Voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus en préambule. Bien, merci beaucoup, Arnaud. Mais j'ai bien aimé la manière dont tu as cadré les choses, c'est très clair pour moi en tout cas. Ok. Je ne sais pas si. Alors, il est possible que Serge et Alexandra, vous ayez déjà pas mal réfléchi en amont à ce type de questions dans les premières phases du PEPR Forest. Je ne sais pas si l'un de vous deux voulait. Ouais, je veux bien prendre la parole. Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, il y avait une tâche qui était dans le PC1 qui était vraiment consacrée à l'observatoire scientifique des services écosystémiques forestiers de façon assez large. Alors, je vois des choses en fait nouvelles. Alors moi, je suis d'accord avec Arnaud et donc du coup sur ce qu'il a dit de ta présentation, c'est que effectivement c'est ambitieux, mais je trouve que c'est la bonne façon de le prendre. Ambitieux, je parle en particulier de l'échelle de la France, pour être en accord avec ce que vous avez prévu au départ dans le PC3.
Je vois des choses nouvelles qui sont intéressantes, comme la cartographie des services écosystémiques forestiers à l'échelle de la France. Alors, ça me fait penser à des choses, à deux choses différentes, sur lesquelles on a un peu d'expérience, mais à des échelles plus petites. C'est-à-dire, la première chose, de cartographier l'offre des services écosystémiques en fonction des caractéristiques des forêts. Et voilà. Et quand je dis caractéristiques, c'est assez large, hein, la structure, etc. Et donc ça, on a un petit peu d'expérience. Mais ça pourrait être aussi caractériser et cartographier les préférences de la population pour des services écosystémiques. Je pense à des choses qu'on a fait sur les activités récréatives et les structures. Et donc, du coup, ça veut dire quel type de structure de forêt la population a des préférences. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la gestion des forestiers. Alors, jusqu'à présent, et tu l'as rappelé, c'est focalisé sur les forêts privées, parce qu'on a une idée de la gestion qui est assez claire, mais ce n'est pas compliqué. Donc, c'est de collecter des données, des choses qui n'existent pas, hein, des données comptables, hein, et en particulier sur les coûts de production, avec des itinéraires sylvicoles, avec aussi des idées de quelle est la structure de la forêt, mais ça, on pourrait se baser sur des bases de données existantes. Et en disant ça, effectivement, si on pouvait avoir, mais c'est un peu plus compliqué parce que les échelles de gestion sont pas les mêmes et les organes de décision ne sont pas les mêmes. Si on pouvait avoir ça à l'échelle, enfin, pour les forêts publiques, ça serait super intéressant. Mais ça, il faut discuter avec l'ONF en particulier. Donc, alors nous, quand on dit on a de l'expérience, en fait, on va commencer un projet sur lequel on veut travailler avec les propriétaires forestiers et leur expliquer qu'il est intéressant pour nous, pour la communauté scientifique, mais aussi pour eux, d'avoir accès à leurs données comptables. Ça paraît un petit peu super, en fait, ça paraît super ambitieux, puisque on l'a essayé plein de fois. Mais on pense qu'avec des animateurs, des réseaux d'acteurs qu'on met en place au niveau de DHDA, des hommes et des arbres dans le Grand Est, on pourrait arriver, et déjà l'expérience qu'ils ont d'échange avec eux, avec les propriétaires forestiers, avec le CNPF, etc., on pourrait arriver à ça. Donc, notre projet il commence en ce moment-là. En septembre, on devrait avoir les premiers contacts pour voir si ça se passe bien. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas d'expérience, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a un réseau, le réseau AFI, donc Association des futaies régulières, qui a été géré, je crois que c'est encore lui qui le gère, par Max Boissiamaki, qui est au bêta, qui a réussi à collecter voilà, des données depuis un petit moment dans le cadre de cette gestion de forêt très particulière. Donc, alors ça ne concerne pas uniquement la France, donc c'est assez étendu dans certains pays européens. Mais voilà, on a des expériences, on sait que c'est possible. On sait qu'on peut avoir des données qui sont utilisables pour des travaux scientifiques. Donc, on est quand même un petit peu optimiste. D'accord. Ça, c'est pour la partie vraiment forêt. Pour la partie filière, alors nous, on a des données. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des données très agrégées.
Mais là, je laisserai peut-être Alexandra compléter. Mais en même temps, on a quand même des outils pour modéliser l'impact de politiques publiques, voire de changement d'usage des sols, avec différents scénarios sur les activités de la filière. Donc, on a un modèle qui s'appelle FFSM, qui est maintenant bien reconnu. FFSM, ça veut dire French Forest Sector Model, et qui pourrait faire des choses comme ça. Donc, quand je vois là, ces 4 questions là, que tu poses et qui sont je trouve, très pertinentes, voilà, on ne part pas de rien, bien qu'on ne peut encore pas répondre à tout et être convaincu qu'on va pouvoir faire ça en 7 ans complètement. Bien. Merci beaucoup, Serge. Je ne sais pas si Alexandra veut compléter sur la filière, parce que donc alors, au passage, OLEF, donc l'Observatoire pour l'économie de la forêt dont tu as parlé, donc cette plateforme est portée par le Beta. Alors moi, je suis responsable scientifique, mais celle qui met vraiment les mains dans le cambouis, c'est Alexandra, qui est la responsable technique. Donc elle pourra parler plus spécifiquement des données qu'on peut utiliser et qu'il faut encore collecter. Bon, à l'échelle de la gestion, à l'échelle de la propriété forestière, je l'ai dit. Mais en ce qui concerne les données sur la filière bois, on commence à avoir quand même pas mal de choses. Alexandra, si tu veux compléter. Oui, bonjour à tous. Bonjour. En fait, OLEF, dans le cadre de ses activités de recherche et d'expertise, OLEF collecte depuis une vingtaine d'années en fait, des séries de données. Donc, on dispose de certaines séries sur long terme. La difficulté, en général, c'est souvent l'accès à des données détaillées au niveau régional. Donc après, dès qu'on veut avoir des données un peu plus fines que niveau national, il faut passer par le CNIS et le CASD. Voilà, faut anticiper en fait les besoins pour aller chercher les données qui existent mais qui ne sont pas publiques, mais disponibles à des fins de recherche. Donc voilà, donc après en ligne, vous l'avez montré tout à l'heure, on a un petit catalogue qui montre un peu l'étendue de ce que notre observatoire couvre. En fait, l'idée de l'observatoire, c'est de faciliter l'accès à l'information, ou au moins la connaissance de l'information qui existe. Mais voilà, après, notre objectif, c'est surtout de répondre aux besoins des chercheurs et du bêta et d'ailleurs. Donc après, c'est pas un catalogue, c'est pas exhaustif. Ouais. Merci. Justement, sur ce catalogue qui est déjà très très fourni, vous avez mentionné le fait que le grain subnational, il est peu présent. Est-ce qu'il est peu présent dans cette liste-là, ou est-ce qu'il y a beaucoup déjà d'informations que vous avez, mais qui ne sont simplement pas listées ici parce qu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle ou de données qui sont privilégiées? J'ai du mal à comprendre quelle est la nature du problème par rapport aux données spatialisées, s'il y en a même. L'observatoire, dans le cadre de ses activités de routine, on va dire, collecte essentiellement des données publiques au niveau national. Après, quand les données au niveau régional, départemental existent, on les met à disposition. Voilà. Mais après, dans le cadre de projets de recherche, on peut avoir accès à des données individuelles ou des données qui sont soumises au secret statistique, mais qui sont du coup pas affichées ici. Et en général, c'est des données ponctuelles qui sont accessibles dans le cadre d'un projet bien particulier par des chercheurs bien déterminés et qui n'ont pas après vocation à être utilisés dans différents projets de recherche. Merci beaucoup.
Arnaud, tu voulais rebondir sur ça? Si je peux compléter, et en même temps, je discute avec Alexandra pour qu'elle me corrige si je dis des bêtises. On a des données sur la filière alors, on a des données de séries temporelles qui sont assez longues depuis un bon moment, parce qu'on fait ça depuis 20 ans, mais quand même, on a collecté des données dans le passé au niveau national, donc c'est pas du tout satisfaisant. Mais par contre, les dernières années, on a des choses qui descendent de grains spatiales. On est au moins au niveau de la région, donc on peut avoir une certaine hétérogénéité spatiale au niveau de la région. Donc, j'imagine ceux qui travaillent avec la télédétection, ça semble un peu ridicule. Mais même au niveau département, je me trompe, Alexandra? Après, la difficulté, c'est qu'on a des séries qui remontent, on a depuis les années 70, qui auparavant étaient publiées à l'échelle régionale et départementale et qui aujourd'hui ne font plus l'objet de publications spécifiques à l'échelle infranationale. Donc après, ça ne veut pas dire que ces données n'existent pas, ça veut dire que en fait, l'accès peut être moins facile qu'avant. Après, il y a des possibilités de travailler à une échelle fine, puisque si je ne me trompe pas, Guillaume avait fait déjà un travail il y a quelques années de cartographie des entreprises de la filière. Après, ça demande juste un investissement en termes de temps. Mais après, voilà, si je ne me trompe pas, peut-être que Guillaume peut en parler un petit peu, mais en fait, il y a déjà un petit peu d'expérience là-dessus quand même. Bon, 7 ans de PEPR, ça devrait suffire pour travailler là-dessus. Oui, effectivement, j'en profite pour confirmer, hein, en utilisant les bases de données de l'INSEE qui ont été géocodées, il a été possible de pouvoir faire on va dire un screenshot de la filière en sachant qu'il y avait quelques erreurs au niveau de l'attribution de la localisation des entreprises, mais ça a permis de pouvoir commencer à regarder la structuration spatiale de la filière. Tout le monde connaît Guillaume. Guillaume est doctorant au Bêta actuellement. Je peux poser une question sur les informations filières dont vous parlez. Est-ce que c'est surtout des informations sur les entreprises de transformation ou alors est-ce que vous avez en fait l'ensemble de la filière en passant aussi par les petites entreprises de travaux forestiers ou d'exploitation? Toutes les catégories d'entreprises. À partir du moment où elles sont inscrites à l'INSEE, en fait. Okay. Enfin, je réponds à la place, mais je pense que c'est ça la question. Non, mais en général, oui, en général, toutes les données, que ce soit des données de branche ou des données sectorielles, sont des données qui sont publiées à l'échelle du CODNAF. Ouais. Donc après, le niveau de détail peut être plus ou moins important en fonction des caractéristiques qu'on regarde. Tout ce qui est caractéristiques comptables et financières des entreprises, on peut l'avoir à l'échelle du secteur, à l'échelle nationale. Voilà, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Par contre, après, au niveau régional, c'est un peu plus compliqué. Et puis après, par contre, on a des données de production, donc quantité produite, facturation, pareil par branche. Et Henri Pullier, pour l'hygiène, j'ai un peu une question qui va dans ce sens-là. En fait, est-ce que vous savez déjà préciser ce que vous entendez par cartographie de la filière? Parce que pour moi, en fait, cartographie des écosystèmes forestiers ou, je sais pas, ou de la biomasse, ça me paraît assez clair, mais cartographie de la filière, en fait, c'est un positionnement des acteurs ou ça implique aussi une figuration des relations entre ces acteurs? Enfin, est-ce que je visualise pas encore bien ce qu'on entend par cartographie de la filière, en fait? Merci beaucoup. Moi non plus, j'ai une vision un petit peu idéaliste d'une cartographie dynamique avec des flux, mais peut-être que c'est pas du tout ça qu'on est capable de faire. Ah, Arnaud dit non d'ailleurs. Non. Alors, il y a deux choses. D'abord, le niveau de la gestion forestière. On va partir du début, c'est le cadastre. Donc, le cadastre existe.
Le passage à l'échelle, aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse, on a pu le faire, alors Philippe me corrigera, il est plus précis que moi là-dessus, mais passer de la parcelle à la propriété. C'est déjà un grand pas en avant. Et là, je parle d'ambition nationale, c'est-à-dire qu'on ait une lecture du cadastre par propriété, ce qui permettrait de caractériser les unités de gestion forestière homogènes du point de vue de la gestion, c'est-à-dire où on a le même propriétaire. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc ça, c'est la base de données, c'est le cadastre. Voilà, et donc est-ce qu'on peut passer d'une information géographique qui nous donne les propriétés, où sont les propriétés forestières? Ça, je pense que c'est un premier défi. Ça, la base de données, c'est le cadastre, et il me semble que c'est pas impossible, mais c'est voilà, c'est à faire. Deuxième échelle, c'est celui de la gestion. Donc là, il existe des documents de gestion qui sont validés, et ça, c'est le CNPF qui en a la responsabilité. Et donc, il existe la numérisation des plans simples de gestion. Donc, deuxième information qu'il faudra qu'on en obtienne, et qu'il faut qu'on se pose la question si on peut, dans quelles conditions, mais je crois que le CNPF a déjà commencé, c'est la gestion forestière, donc qui nous permet de voir, donc qui est complémentaire du premier niveau sur le cadastre, c'est ceux qui sont dotés d'un outil de planification de la gestion, donc au-delà de 25 hectares. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir, même s'ils ont des documents de gestion en dessous des PSG, je ne suis pas sûr que l'information soit numérisée et accessible, mais ça, c'est à explorer. Et en tous les cas, il faudrait que l'on tende vers ça. C'est-à-dire que tout document de gestion validé, on puisse en avoir les éléments pour pouvoir les suivre. Et ça, c'est à voir donc avec le CNPF et la base de données. Ensuite, on peut passer à l'échelle des chantiers forestiers. Donc là, on a la parcelle. Là, c'est très compliqué. Donc, le seul moyen, c'est, comme disait Serge, de manière très expérimentale, et donc d'aller sur des cas d'études et d'aller à récupérer l'information. Ça, c'est la première possibilité. Mais effectivement, dans le cadre de ce PC, on se dit qu'est-ce qu'on peut avoir comme information globale? Et donc là, on n'a pas, en fait, les seuls interlocuteurs, pour moi, on va dire, il y en aurait plusieurs, mais au moins deux, les experts forestiers qui font ça, et les coopératives forestières, qui ont un fichier gigantesque, ils ont toute cette information-là. La question, est-ce qu'ils veulent nous les donner ou pas? Voilà. Donc là, la question sera simple. Hein. C'est oui, mais en fonction de je ne sais pas quoi, on voit. C'est non, c'est réglé, on ne le fait pas, on ne l'a pas. Et puis, ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce qu'on ne va pas aller à l'échelle nationale. Je ne sais pas comment on ferait d'ailleurs. Enfin, si vous, la télédétection, vous pouvez les repérer. C'est-à-dire que tu peux voir où il y a eu des travaux. Voilà. Et puis après, on peut savoir sur quelle propriété, mais on ne peut pas savoir ce qui a été fait, en fait. Alors que potentiellement, on sait, et ces gens-là ont l'information, c'est-à-dire les intermédiaires de gestion ont les informations de la gestion qu'ils font pour leurs intermédiaires. En forêt publique, normalement, on l'a. Voilà. Je pense qu'on ne devrait pas quand même avoir de mal à être capable de récupérer les documents de gestion, puisqu'il y a des documents d'aménagement forestier. Donc, forêt domaniale et forêt communale. Mais c'est pareil, hein, personne il faut qu'on organise les conditions de récolte de cette information, mais en tout cas, voilà la source et voilà les conditions. Et là, on peut avoir de l'information nationale. Si on continue à remonter, il y a les aides publiques, donc les chantiers qui bénéficient d'une aide publique. L'État n'a jamais récupéré les données, sauf une fois. Dans le cadre de l'ADEME, projet Dynamique Bois, donc chaque chantier forestier, chaque opération financée a été géolocalisée avec une information sur quelle était la nature du chantier, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, qui était le propriétaire, combien il a eu, etc. etc. Donc, ça avait été fait ici en partenariat avec le JPATGRI, donc notamment, il y avait cette base de données sur le programme de l'ADEME Dynamique Bois. Et je sais, pour avoir discuté, je crois que l'IGN a été sollicité de manière peut-être un petit peu vague pour le moment, mais pour que l'ensemble du plan de relance, donc des chantiers d'investissement forestier là, de 125 millions ou 140 millions par an, fassent l'objet d'un peu d'une évaluation. Donc, il faudrait qu'on leur dise, ça, par exemple, c'est une bonne idée, vous pourriez le refaire et le faire bien, et nous, ça nous ferait plein de données sur tous ces chantiers-là. Et ça, de nouveau, c'est aussi national, donc à l'échelle des chantiers. Alors après, quand on passe à l'échelle des entreprises de la filière bois, donc on peut toutes les identifier, effectivement, code NAF, INSEE, données CLAP, ça permet effectivement d'avoir une vision globale de tous ces acteurs. Après, sur la dynamique et les activités, il existe une enquête annuelle de branche
Donc effectivement, hein, ils ne nous délivrent que des données agrégées, mais ces données agrégées sont bien produites d'un ensemble de données individuelles. Donc la question, est-ce qu'on peut accéder à cette information-là et comment est-ce qu'on peut les traduire et les utiliser, puisqu'ils recueillent en fait les informations sur les dynamiques d'échange des flux de bois, etc., à l'échelle de la branche, des branches filières. Il y a aussi les travaux de la veille économique mutualisée qui récupèrent des informations individuelles aussi. Donc, ça veut dire sur un ensemble d'acteurs de la filière bois. Il y a aussi une enquête nationale bois construction qui a adressé à un ensemble d'acteurs de la filière, plus spécifiquement bois construction, donc qui récupère aussi des données individuelles, mais nous, on ne voit que les données agrégées à la fin. Mais nous, la question, c'est est-ce que tout cela nous permettrait de récupérer des données individuelles? Alors ensuite, pour faire quoi? Là, on serait juste sur une cartographie de localisation des activités de chacun des acteurs. Visualiser les flux, très honnêtement, de manière générale, c'est impossible. Voilà. Je ne vois pas comment on peut savoir où va le bois, à quel endroit. Enfin, ça me semble. On pourra commencer à le faire déjà quand on aura tout ce qu'on a dit là. Passer à ça de manière expérimentale sur des sites d'études à travers des enquêtes plus fines, des questionnaires, où là on peut retracer à travers d'outils comme Material Flow Analysis, des choses comme ça. C'est la philosophie qu'utilise le Forest Sector Model, mais sur des données agrégées à l'échelle nationale. Mais il serait possible de les incarner, de les visualiser sur des systèmes plus réduits, on va dire, sur lesquels on serait capable de tracer ces flux de bois en pensant les échanges entre les différents acteurs. Et bien sûr, coupler tout ça avec des analyses de cycle de vie, enfin, ce qui est fait déjà, c'est-à-dire d'avoir toutes les données économiques et environnementales sur la base de ces études-là. Mais je crois, moi, voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais en tête comme piste. Après, voilà, pour moi, il y a beaucoup de points d'interrogation. Un des challenges, c'est il y a de l'information à un niveau désagrégé, c'est-à-dire qui pourrait nous permettre de passer à une vision nationale, donc sur une cartographie. Mais cette information-là, est-ce qu'on peut l'avoir à cette échelle? Parce qu'il y a des règles de secret, vous savez, du statistique, etc., etc. Je ne sais pas si on peut avoir ces informations, mais en tout cas, elles existent. Donc, à un moment donné, nous, il faudra qu'on dise, bon, qu'on pose clairement, mais qu'on s'organise. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, on a les moyens de s'organiser de manière propre en disant, bah, pour telle raison, on veut ça, il nous faudrait ça. On veut bien prendre toutes les précautions que vous voulez en termes de secret statistique, tout ce que vous voulez, mais au moins que pour la recherche, ces informations qui existent puissent être valorisées. Voilà, il faudra qu'on l'explique, et là, on a les moyens peut-être de s'organiser pour le faire, sachant qu'on va devoir travailler avec les professionnels, parce que c'est eux qui ont l'information, et effectivement, si on veut qu'ils la donnent... Mais moi, j'ai déjà des échanges, par exemple, avec certaines coopératives en disant « mais oui, il n'y a aucun problème, il suffit de faire des conventions, il n'y a pas de souci, on donnera des données ». Bon, je ne sais pas ce que ça vaut tout ça, mais notre responsabilité est au moins de se mettre en situation de solliciter ces informations pour voir dans quelle mesure on peut vraiment les acquérir, etc. Et ce que je trouve bien dans ce que tu as cadré, Jérôme, c'est de dire, voilà, il y a deux choses. Nous, on va continuer, on va faire des travaux à des échelles expérimentaux, etc. Mais il y a une autre dimension, il y a un enjeu, c'est collecter de l'information globale qu'on puisse croiser avec les données de la forêt. On a un inventaire forestier national. Bon, bah, il est où l'inventaire du reste, quoi? Enfin, on ne connaît rien sur les autres. Donc, bah, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc, comment on fait? Voilà. Donc, c'est un levier pour ça, ce PC, pour moi. Mais j'ai certainement oublié de donner et je n'ai pas une vision totalement globale. Mais voilà, moi, tout ce que j'avais en tête qui était faisable de ce que je connaissais. Mais... Oui, peut-être un peu pour compléter. La grosse difficulté que l'on a côté SHS, c'est qu'effectivement, on voit que l'IGN a une base de données extrêmement précise, sylvicole, écologique, sur l'ensemble de la forêt française et quasiment arbre par arbre. Et côté SHS, finalement, nous, on ne dispose que de données extrêmement dispersées, de nature, alors produites par des organismes différents et à des échelles extrêmement différentes. Pour donner un ordre d'idée sur la connaissance de la propriété forestière, par exemple, alors on a le cadastre. Le cadastre, il est exhaustif. Toutes les parcelles cadastrales ont un propriétaire dont on connaît le nom, la date de naissance, le statut juridique et point barre. Et ensuite, on sait très très peu de choses de plus que ça. Les intentions des propriétaires, notamment en termes de gestion, tout ça n'apparaît pas, sauf, comme l'a dit Arnaud, au-delà de 25 hectares, où il y aurait moyen de récupérer
récupérer une partie de l'information, à défaut de ne pas avoir toute l'information. Mais pour les forêts de plus de 25 hectares, les intentions de gestion des propriétaires pour les 10 à 15 années à venir, par exemple. Et puis ce qu'ils ont fait auparavant sur leur PSG. Sauf que ça ne représente que 47% des surfaces. Donc tout ce qui va être en dessous de 25 hectares, il y a un gros travail à faire pour savoir effectivement quelles sont les intentions de gestion des propriétaires. Alors c'est en partie comblé par les actions des coopératives, effectivement, qui très certainement ont des bases de données intéressantes sur les travaux qui sont faits au niveau de ces propriétés inférieures à 25 hectares, au niveau des ETF probablement également. Donc c'est là où effectivement, comme disait Arnaud, je pense qu'on peut recueillir pas mal d'informations pour cette catégorie-là, qui me paraît la catégorie critique à renseigner. Mais déjà, si on faisait sur les plus de 25 hectares, on aurait 45% de la forêt privée qui serait bien mieux décrite. Pour donner un ordre d'idée également, le côté propriétaire et intention, il y a eu seulement 3 enquêtes, une en 87, une en 2000 et une autre en 2012, auprès des propriétaires forestiers à l'échelle nationale. Et encore sur cet échelon-là, sur les 1,5 million, sur les 1 million de propriétaires de plus de 1 hectare, ils ont interviewé 6 000 propriétaires. Donc c'est là où il y a un gros effort à faire. Et là, on est un peu face à une situation où bien on continue à avoir des données un peu disparates et puis très, très espacées dans le temps, ou bien au niveau grâce au PEPR, on fait un vrai saut qualitatif justement sur cette donnée propriété et propriétaire. Et moi, ça me paraissait quand même pas mal l'occasion, d'autant que, comme l'a dit Serge aussi, dans l'Observatoire pour l'économie de la forêt, OLEF, il y a quand même pas mal d'infos qui est aujourd'hui rassemblée, et essayer de mutualiser et d'articuler ces différentes infos, voire même de les cartographier, ça me semble tout à fait possible dans le cas du PEPR. En tout cas, ça serait l'occasion de le faire. Après, bon, il y a la question qu'on aura effectivement de la RGPD et puis de jusqu'où on pourra descendre au niveau individuel. Ça, c'est certainement une des limites, mais ce n'est pas une raison pour ne disposer que de données très agrégées au niveau national. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, notamment jusqu'au niveau départemental, voire communal. L'intérêt pour les collègues écologues, c'est que nous, sur une enquête là récemment, on a les écologues qui avaient fait un super diagnostic écologique, qui ensuite sont allés voir le cadastre espérant avoir des informations sur les propriétaires et qui ont vu qu'il n'y avait rien là-dessus. Je vous dis, à part l'âge du propriétaire, son statut et la taille des propriétés, on a été obligé de faire des enquêtes derrière et c'est ça qui a permis de faire le point, de faire le pont et la passerelle entre données écologiques et données socio-économiques. Si on arrivait à le faire à l'échelon départemental, régional et encore plus national, ce serait effectivement un sacré pas en avant effectué au cours de ce PEPR. Voilà. Si je peux juste compléter. Vous mettez la pression quand même, Philippe. Hein. Ça. Bon, pourquoi? Parce que oui, on va peut-être pas résoudre tous les problèmes. Mais peut-être par niveau, il y a des choses sur lesquelles OLEF montre qu'il y a déjà un certain nombre de données. Oui, bien sûr. Soit on reste encore avec quelque chose de très imparfait, ou alors on décide de faire un saut qualitatif. On ne résoudra pas tous les problèmes, mais au moins une partie. Serge, je te laisse le compléter. Oui, moi je voulais compléter parce que Arnaud a parlé de cas d'études. On a une ambition beaucoup plus grande. Si on décide de partir dans le PEPR, c'est vraiment de créer des bases de données à l'échelle nationale, longitudinale, c'est-à-dire pouvoir même suivre les individus, donc les propriétaires forestiers sur plusieurs années. Et c'est ce qu'on va commencer à faire à l'échelle de Grand Est. Donc, c'est vraiment de mener des enquêtes sur des échantillons représentatifs, bien que sachant que ça va être compliqué pour les petites propriétés, inférieures à 25, c'est toujours le cas. Mais l'idée, ça ne sera peut-être pas, donc du coup, sur cette tranche, ça sera plus compliqué d'avoir quelque chose de représentatif, mais on veut essayer d'aller jusque-là. Donc, l'idée, c'est vraiment avoir un objectif, si on veut faire ça, de faire des enquêtes, alors s'il faut avec des agences extérieures, vraiment représentatives à l'échelle nationale. Merci. Claire Bastic a levé la main depuis un certain moment. Désolé de vous avoir fait patienter.
Oui, il n'y a pas de souci, merci. Oui, ben merci beaucoup pour l'exposé, d'ailleurs, parce que on arrive un peu plus tardivement là dans les réunions du PC et ça fait du bien d'avoir les axes de travail un peu explicités et ça rejoint énormément en fait de travaux qu'on mène ou qu'on a commencé, des thématiques sur lesquelles on commence à travailler un peu au département d'analyse des forêts à l'IGN. Notamment, je pense notamment à la question de cartographie. Alors, à la fois cartographie de la ressource. Donc ça, il y a pas mal de travaux. Alors, pas forcément agrégateur, c'est plutôt justement descendre. Enfin, c'est plutôt l'idée inverse de descendre d'échelle à partir des informations IFN à partir de en s'aidant de la télédétection. Donc, il y a pas mal de travaux là-dessus. Et en complément aussi de travaux autour de l'accessibilité des peuplements au sens large, de cartographier l'accessibilité des peuplements, donc soit l'accessibilité physique, mais également l'accessibilité, on parlait tout à l'heure, en termes de morcellement, on va dire, en termes d'accessibilité liée aux propriétaires. Et là-dessus, donc il y a notamment des travaux récents qui ont été faits, mais alors pour l'instant à l'échelle de territoire, effectivement, d'essayer de croiser avec le cadastre pour obtenir l'information de propriété, enfin du moins groupe de parcelles exploitables en commun. Donc en s'associant dans un projet de recherche avec CNPF, le Beta et Lexirstella, ouais. Et de croiser un peu toutes ces informations, à la fois donc IFN, morcellement cadastre, sociaux, on va dire, enquête sociaux qui est faite par-dessus pour avoir des informations plus sur les propriétaires en eux-mêmes, et économique, avec justement les travaux qu'avait fait Guillaume Salzet sur croisant pour intégrer des variables économiques au comportement de couple des propriétaires. Donc il y a, en fait, on voit certains verrous, donc je pense que ça peut être intéressant de les partager, notamment sur les données cadastres. Effectivement, c'est pas forcément évident d'une part de les récupérer, d'autre part de les avoir de bonne qualité suffisante pour pouvoir synthétiser vraiment à l'échelle ne serait-ce qu'un territoire. Il y a un certain nombre de petites erreurs ou de choses qui sont pas forcément très cohérentes et qui rendent les choses plus difficiles. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. En tout cas, on essaie d'y travailler également. Et il y a un vrai enjeu à croiser effectivement avec des enquêtes plutôt sociaux. Et donc, c'était un petit peu l'ambition là, de ce projet de croiser un peu les informations qui sont à la fois d'endro et à la fois sociaux. Et je pense que, enfin, peut-être qu'il y a des liens aussi à faire avec la future enquête. J'espère qu'elle sera refaite. L'enquête de 2012 devrait être refaite peut-être en 2024, je ne sais pas. Enfin, bon, en tout cas, tout le monde l'attend. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des forts liens à faire. En tout cas, nous, on en parle également dans le cadre de l'Observatoire avec notamment CNPF, SSP, etc. Donc, l'Observatoire des forêts, j'entends, l'Observatoire OLEF, mais voilà, donc en tout cas, ça rejoint pas mal de questions qu'on a, donc merci pour ces échanges. Merci à vous. Je peux vous poser une question très candide. Vous dites que le cadastre, ça peut être facile ou moins facile à utiliser. Il y a des erreurs et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un effort national, je ne sais pas si c'est l'INSEE ou qui que ce soit, mais qui consolide ces données, qui les centralise et qui les met à disposition potentiellement de la communauté scientifique? Je suis vraiment naïf, peut-être que la réponse est évidemment non. J'en sais rien. Alors, c'est
C'est la DGFiP, en fait, plutôt plus ou moins directement après, mais ce sont des informations, enfin, elles ne sont pas forcément toujours évidentes à utiliser, effectivement. Déjà, il y a le référentiel géographique qui n'est pas forcément associé, donc il faut l'associer et ce n'est pas forcément très facile à associer. Et il peut y avoir des… Voilà, on va en travailler, on a un apprentissage là, sur ces sujets en ce moment. Il y a pas mal de questions qui se posent après sur la cohérence entre référentiel géographique avec les données de la DGFiP. Et puis après, beaucoup de questions autour de l'identification avec des propriétaires derrière. Alors là, ça pose des questions de RGPD, mais aussi de pouvoir retrouver les propriétaires. Donc, c'est pas forcément évident d'avoir des enquêtes absolument non biaisées. Et voilà, Mais ma question, c'est, bon, l'IGN, quand même, c'est votre cœur de métier, et si vous êtes en train de le faire et que vous avez déjà des idées sur comment aller, c'est sûr que c'est pas moi, écologue tropical, qui vais le faire mieux que vous, quoi. C'est évident. Donc la question, elle est, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être accéléré avec des outils nouveaux ou avec un problème de nombre de personnes qui sont sur ce sujet-là, ou est-ce que c'est des choses qui sont déjà faites, déjà depuis 10 ans, ou est-ce que c'est des choses qu'on pourrait imaginer mettre dans le cadre du projet dont on parle aujourd'hui? C'est vraiment pragmatique, quoi, la question que j'avais. Oui, d'accord. Elle n'est pas seule. Voilà. Je pense que c'est tout à fait des choses qui peuvent rentrer dans le cadre du PAPR. C'est pas fait depuis longtemps, clairement pas fait nationalement, et c'est plutôt des petits projets de recherche ponctuels et avec à chaque fois des petites contraintes, on va dire. Et je pense qu'il y a des points qui peuvent être quand même débloqués à terme. Ça ne m'étonnerait pas effectivement que via le PEPR, via des financements, via l'implication des acteurs, on puisse avancer sur cette question-là. Pour l'instant, c'est vrai que ça reste assez anecdotique encore. C'est vraiment dans notre cadre, en tout cas, c'est encore plutôt point recherche sur quelques petits territoires, en fait. Très bien, merci beaucoup. Marion, aussi intervenir. Oui, merci, bonjour à tous. Moi, je voulais dire, oui, notre intérêt alors, on est une équipe INRAE avec nous et on travaille sur des suivis de biodiversité et on est en train de réfléchir à un système pluridispositif de suivi de biodiversité à l'échelle nationale. Et dans ce cadre-là, on serait très intéressé par pouvoir mettre en regard des données de biodiversité, des données en particulier sur les pratiques de gestion, les orientations de gestion. Donc, on serait intéressé pour avoir des données d'étendue nationale en France métropolitaine, mais qui ne soient pas agrégées, justement, qui soient des données qu'on puisse rattacher au point d'inventaire écologique. L'idée, ça serait de se fonder principalement sur les inventaires de l'inventaire forestier de l'IGN, mais de pouvoir rattacher à un point d'inventaire des données sur les pratiques de gestion parce que ce n'est pas des données qui sont toujours visibles in situ sur le peuplement, surtout quand il s'agit d'orientation comme le traitement sylvicole. Il peut très bien y avoir depuis 15 ans, une conversion vers un nouveau traitement sylvicole dont on ne voit pas encore les effets sur le terrain ou qu'on ne peut pas mesurer sur le terrain. Et pour ça, on a besoin d'accéder directement aux infos des propriétaires. Alors, clairement, si déjà on pouvait avoir accès aux documents de gestion numérisés pour tout ce qui fait plus de 25 hectares en privé, ça serait bien, et accéder aussi aux infos des aménagements en forêt publique. Cela étant, une partie des points d'inventaire vont tomber aussi sur des propriétés qui font moins de 25 hectares. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on peut s'organiser pour obtenir ces infos autrement, peut-être par enquête directe auprès des propriétaires
peut-être réfléchir à des systèmes où c'est sur des placettes permanentes, et à partir de là, les propriétaires ils pourraient être engagés à donner régulièrement leurs données, avec le petit risque derrière que s'ils savent que leurs placettes sont des placettes permanentes de suivi, ils modifient un petit peu leur pratique. Ça, c'est une des questions, un des points de vigilance qu'on doit avoir. En tout cas, voilà, dans le cadre de cette réflexion qu'on a et qu'on a aussi en lien avec le Muséum d'histoire naturelle, le programme national de surveillance de la biodiversité terrestre, on est intéressé pour avoir accès à ces données de gestion qui ne sont pas mesurables sur le terrain, mais avoir accès à des données qui sont quand même géolocalisées au même endroit que le point d'inventaire écologique. Bien. Là, vraiment, je pense qu'on est au cœur du croisement des différents aspects de ce projet ciblé. Donc, ce serait vraiment extraordinaire, effectivement, de pouvoir avoir ces différents niveaux, à la fois structure forestière, biodiversité et gestion. Aujourd'hui, j'apprends plein de choses, parce que je ne me rendais pas compte à quel point ce n'était pas encore forcément si facile d'accéder à ce genre d'informations. Par exemple, les informations cadastrales, moi, je pensais naïvement que c'était juste que j'avais jamais regardé, parce que je ne suis pas propriétaire forestier, moi, et voilà, je ne m'étais jamais posé la question. Et puis que le cadastre en Guyane, voilà, c'est assez simple. Mais par contre, que c'était disponible tout simplement, quoi. C'était à un clic sur le site de l'IGN. C'est pour ça que j'étais un peu insistant pour la question à Mme Basti. Mais si ce n'est pas le cas et si ça demande des ressources qui ne sont pas forcément extraordinaires en termes d'investissement, ce serait tout à fait quelque chose dans le cadre qu'on pourrait mettre. C'est le premier niveau, premier étage de la fusée que décrivait Arnaud. Et donc, effectivement, ça peut être important de prioriser sur ça d'abord. Par ailleurs, je voulais signaler également que, Madame, je suis désolé, Madame Julie Thomas, qui devait être avec nous pour le CNPF, a dû annuler au dernier moment, donc elle s'excuse, mais elle manque un petit peu dans la conversation parce qu'on parle beaucoup du CNPF aujourd'hui, mais on n'a pas vraiment d'informations. Quelqu'un a levé la main Oui, c'était moi. Pardon, Philippe de Flic à Bordeaux. Oui, je pense que le niveau cadastre, effectivement, ça va être le niveau le plus précis où on peut avoir de l'information en plus qui couvrira l'ensemble du territoire national. Par contre, sur la délicate question des moins de 25 hectares, je pense qu'on peut envisager d'une part des travaux systématiques à l'échelle nationale, le cadastre en administration, et ensuite des travaux beaucoup plus par sondage régionaux, alors via des Living Labs peut-être ou des choses comme ça, sur lesquels on fait un travail beaucoup plus précis, exhaustif, avec l'ensemble des catégories de propriétaires, notamment les plus petits, et dans une perspective également dynamique. C'est-à-dire qu'une autre difficulté que l'on a également, c'est d'avoir un suivi sur le temps long de ces pratiques de gestion, notamment au fil des successions et autres. Je sais que les Suédois, ils ont des cohortes de propriétaires qui suivent comme ça sur des temps relativement longs. Et ça serait intéressant si nous aussi, on pouvait avoir dans cette dynamique des orientations de gestion. Alors, on l'a pour les propriétés de plus de 25 hectares pour les 15 années à venir, parce que ça, c'est inscrit dans le PSG. Et pour les autres, même y compris pour celles-là, de savoir quelles sont les conditions de transmission et quelles sont les conditions de pérennité des actes de gestion quand on passe d'un héritier à un autre, d'un successeur à un autre, ça peut être aussi un aspect intéressant. Et ça peut se faire avec des focus sur des populations de propriétaires dans des régions données, éventuellement au sein de Living Lab, par exemple. Ça peut être une manière, puisqu'on ne pourra pas être exhaustif sur tout, mais qu'au moins là-dessus, on mette en place des méthodes qui permettraient de systématiser un peu ces approfondissements sur les intentions de gestion des propriétaires. Voilà. Merci. Sur l'approche, j'ai justement une question sur l'approche rétrospective. Là. Est-ce qu'on
on est capable facilement sur les séries temporelles dont on a discuté aujourd'hui, y compris celle du cadastre, de remonter sur des temps longs, justement pour évaluer ces changements de propriétaires, les enjeux de passage intergénérationnel finalement, qui sont assez fondamentaux pour comprendre la gestion forestière. C'est sans doute pas évident. Si on se réfère au PSG, je ne suis pas sûr qu'on ait les PSG n'ont pas été numérisés pendant. Voilà, ils ont été numérisés que récemment. Donc ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait de base de données qui remontent très très loin pour ce type de données-là. Mais ça serait au moins l'idée, ça serait au moins de le lancer à partir de maintenant. Et sur ce qui est déjà numérisé par ailleurs, quoi. Après, sur les séries temporelles très longues, je ne sais pas si les collègues ont des idées là-dessus. Peut-être au niveau de ENF, on aurait une meilleure mémoire de ces documents-là, mais alors là, c'est un gros travail d'archives, j'imagine, à faire, qui me paraît quand même un peu complexe. Merci. C'est plus facile dans le prospectif, dans le futur. Dans le rétrospectif, j'ai des doutes. Ouais. Mais par contre, on essaie de réfléchir aussi, alors dans le cadre du projet ciblé, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais sur les échelles de temps passées également, parce que les enjeux d'histoire forestière, c'est aussi extrêmement important pour cadrer l'actuel, pour ancrer les enjeux de biodiversité, les enjeux de ressources, etc. Ça doit se mettre en perspective des pratiques passées, sinon on ne comprend pas grand-chose sur le problème aussi simple que l'accumulation du carbone dans les forêts françaises, c'est en partie lié aussi au plan forestier national post-Seconde Guerre mondiale. Dans cet état d'esprit-là, il faudrait peut-être avoir cette vision. Alors, quand je dis les temps longs, ce n'est pas revenir à l'époque de Jésus, mais peut-être... Ça fait partie des échantillons qu'on pourrait avoir à des échelles locales. Ça serait faisable, oui. Les cartographies FFN, par exemple, c'est un enjeu majeur quand se font aujourd'hui les discussions sur les tensions à venir, vu qu'une grosse partie des plantations FFN vont rentrer en coupe. La localisation des cartographies FFN, enfin des zones FFN, peut permettre de visualiser les zones où ça va un peu piquer, et où on va avoir des travaux de coupera souvent, puisque c'est des plantations monospécifiques. Et par exemple, ça, c'est un truc qui est, comme tu dis, Jérôme, qui est pas mal d'avoir cette trajectoire-là historique. C'est les zones aussi qui le stockent de moins en moins de carbone dans les cartes qu'on a vues toutes et tous là récemment. Et Élodie, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais intervenir sur les enquêtes propriétaires. Alors moi, je trouvais effectivement très intéressant si on pouvait arriver à coupler les inventaires de biodiversité, comme tu disais Marion, avec ce qui est fait, les pratiques sur ces propriétés ou sur ces parcelles. Du coup, ça implique d'avoir donc des enquêtes auprès des propriétaires, mais du coup d'avoir des enquêtes non anonymisées, puisqu'il faut qu'on puisse localiser précisément les parcelles. Et je m'interroge sur l'acceptation des propriétaires, comment ils vont recevoir ce type d'enquête. Quand on voit parfois comment des enquêtes qui sont anonymes sont reçues de la part de certains propriétaires qui voient ça comme une ingérence dans leur activité, je me pose la question, est-ce que ça va être possible est-ce qu'ils vont accepter de répondre à des enquêtes, voilà, sachant qu'on saura bien qu'est-ce qu'ils font dans leur parcelle. Voilà, c'est un point que je voulais souligner. Il faut garder ça à l'esprit, je pense. Oui, tu as raison, Élodie. Alors, on a réfléchi avec Aristide Chauveau là, sur le fameux projet Passif à un ou deux premiers questionnaires. Alors, en se disant ça, qu'il le faut le plus simple possible, que ce ne soit pas lourd à remplir pour les propriétaires. Et puis, pour tous ces aspects accès aux données non anonymisées, RGPD, etc. L'idée, c'est d'en discuter assez rapidement avec les gens du CNPF, avec les gens de l'IGN aussi, qui vont sur les points et ils sont plus au fait que nous sur ces choses-là. Et peut-être faire des pré-études, justement, concernant
l'acceptabilité de ces méthodes d'enquête par les propriétaires. Oui, voir s'ils accepteraient effectivement de répondre Mm. à de telles enquêtes. Ouais. Oui, je voulais. Alors, je pense qu'il y a un des enjeux et on peut lever ça. Alors, je pense qu'il y a une vraie réflexion intéressante, hein, au-delà de, comme on l'a dit, de la partie, je dirais, capacité à traiter et à cartographier l'ensemble des données disponibles. Toute cette partie, je dirais, recueil plus actif de données, c'est-à-dire produire nos propres données. Je pense qu'il y en a une vraie réflexion à avoir. Il y a plein de possibilités. Mais je pense que, par exemple, il serait possible toujours pareil, d'utiliser, quand la cartographie, les changements forestiers qui vont être faits dans l'autre partie du PC vont identifier des dynamiques de changement sur des territoires donnés. Si nous, on a le cadastre, on est capable de tirer un ensemble de propriétaires sur des zones homogènes. Là, on a eu des changements de telle nature. Et donc, du coup, on lève le problème de l'anonymat, mais on peut stratifier notre échantillonnage de manière beaucoup plus intelligente et en couplage avec ce que vous faites par télédeck. C'est-à-dire que tu repères, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 6000 coupes rases, je ne sais pas combien c'est en France, mais 6000 coupes rases, eh bien, ça nous permet d'échantillonner les coupes rases et ceux qui ont fait des coupes rases. Et on sait quel est le propriétaire sur ces coupes rases et on envoie. Alors, peut-être pas les 6000 ne répondront pas, et on ne va pas envoyer 6000 questionnaires, mais on peut stratifier des questionnaires, que ce soit pour des questions de biodiv, quelle que soit la question qu'on se pose. Mais avec votre carto, et en croisant la carto que vous avez, vous, Jérôme, avec le cadastre, ça nous permet de cibler, d'avoir des stratifications de questionnaires qui peuvent être super intéressantes et coupler plein de choses, donc de la biodive, des activités forestières, des non-activités forestières, tout ce qu'on veut. Donc ça, pour moi, c'est très riche à faire. Il y a autre chose qu'on avait envisagé, là je mets en vrac dans notre boîte à idées, c'est de se dire, je pense à notre collègue Laurent, là, qui fait creuser les petits gars des trous. Là. Il y a des gens qui creusent des trous pour lui, et il a de la chance d'avoir trouvé des gens qui acceptent de creuser des trous dans la forêt. Et bon, tout cet aspect-là, moi je ne sais rien, je ne sais pas s'ils seront d'accord, mais on peut avoir une plateforme où si des propriétaires souhaitent déclarer ce qu'ils font, expliquer, enfin tu vois, si en échange on leur... je ne sais pas comment ça se crée tout ça, je n'ai jamais fait ça moi. Mais il y a des gens qui comptent les oiseaux, qui repèrent les bourgeons quand ils sortent, je ne sais pas. Est-ce que des propriétaires seraient intéressés, à part ceux qui dénoncent leurs voisins, ça non. Des propriétaires qui disent ce qu'ils font chez eux. Pas des gens des voisins qui disent ce que son voisin a fait chez lui. Hein. Je parle bien des propriétaires qui déclarent ce qu'ils font chez eux. On ne va pas lancer un site de dénonciation de coupe rase, mais d'avoir un suivi... voilà, je ne sais pas, peut-être un panel de gens qui seraient OK pour déclarer leurs activités forestières. Après tout, on ne sait jamais. On sait jamais. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, encore une fois, mais il fait creuser des trous à des gars dans la forêt. Ouais. Je sers la science et c'est ma joie. Voilà, je sers la science et c'est ma joie, ça peut arriver. Ces approches, je ne veux pas couper la parole. Je pense que Marion va dire la même chose, mais ces approches de sciences participatives, elles sont déjà mises en œuvre à plusieurs niveaux. Par exemple, l'Observatoire des saisons, là, donc j'ai parlé très rapidement, mais c'est des approches volontaires, en fait. Il y a des approches similaires sur les abeilles, il y a des approches similaires sur ou les pollinisateurs plus généralement à l'échelle nationale, l'observation des oiseaux. Et ça démultiplie énormément les jeux de données. C'est des informations qui sont extrêmement précieuses pour les observatoires de biodiversité, qui sont peut-être d'ailleurs biaisés par la perception. Ça, c'est une question un peu plus complexe, de savoir si on a tendance à plus observer la biodiversité dans des zones protégées, pas forcément parce qu'elle est là, mais parce qu'on s'attend à la voir. Oui. Puis il y a 3,5 millions de propriétaires, hein, donc on a quand même... Serge, excuse-moi. Ouais, moi je ne veux pas décevoir Jérôme, mais je pense qu'à un moment, on ne va pas avoir le choix d'être obligé de découpler la cartographie des bases de données. C'est-à-dire que si on arrive à construire des bases de données économiques, donc qui donnent des informations cruciales sur les coûts, voire les revenus forestiers, etc., il ne faut pas compter parce qu'on ait une belle carte des revenus forestiers à l'échelle des propriétaires, des choses comme ça.
Il n'empêche que ces bases de données seraient accessibles, anonymisées et utilisables par les chercheurs, et quelque chose de représentatif à l'échelle nationale, ça serait très intéressant. Mais voilà, autant je pense que ça ne gêne pas les forestiers d'avoir leur forêt, la structure, etc. Mais voilà, on ne va pas pouvoir tout cartographier, même si ça serait génial. Non, mais tu me déçois. Sauf des volontaires, mais il n'y aura pas beaucoup de volontaires et ça ne sera pas représentatif. Non, mais tu vois, par exemple, tout le plan de relance, on peut. Hein. Enfin, je veux dire, les mecs qui reçoivent de l'argent public, bah, ils ont un panneau devant leur forêt qui dit ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont fait. Et donc, mais après, pour le reste, tu as raison. Certaines informations, peut-être. Ouais, non, pour le reste, tu as raison. Hein. C'est clair qu'il ne faut pas qu'on se cantonne juste aux données qu'on peut géolocaliser. Mais par contre, effectivement, d'être capable d'un peu mieux, quand on parle de quelque chose, de savoir ce que ça représente en termes de où c'est, dans quelles conditions c'est fait, et puis voilà, je pense que de tendre vers ça, mais effectivement, l'idée n'est pas que tout soit… Oui, alors ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait avoir les propriétaires géolocalisés et s'en servir après pour les études scientifiques dans les règles de RGPD, ce qui est possible, mais voilà, on ne va pas pouvoir les cartographier. On va quand même localiser les propriétaires pour avoir des informations sur le contexte géographique, climatique, etc. Et la structure des forêts, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, faire quand même les liens entre les données écologiques et socio-économiques, mais dans une base de données, avec la garantie aux propriétaires forestiers de les utiliser de façon anonyme, etc. Après, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le cadastre donc, a été numérisé. Il y a l'accès au cadastre par les exploitants forestiers et les acteurs de la forêt qui est maintenant ouvert. Donc, ça veut dire que ça bouge beaucoup sur cette accessibilité des données. Il y avait le grand débat aussi sur, quand le LIDAR est arrivé, là, de dire oulala, mais on va commencer à savoir qui a du bois, où il est, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données-là. Moi, je ne veux pas qu'on sache où j'ai du bois. Enfin, donc, tout ce débat-là, comme tu dis, Serge, il faut qu'on s'inscrive là-dedans, hein, parce que je pense qu'il y a toute une réflexion sur effectivement la mise à disponibilité de toutes ces données, sur leur voilà. Et ça, cette réflexion, je pense que c'est très intéressante avec les collègues de l'Observatoire de l'IGN, parce que nous, encore une fois aussi, hein, notre vocation n'est absolument pas de faire un observatoire au sens où le fait l'IGN. Hein. Comme dit Serge, nous, il y a une partie, c'est pour la science. Après, ce qui peut permettre d'avoir une meilleure information, une vision globale de la forêt, et comment toutes ces données-là peuvent être intégrées dans l'observatoire de l'IGN, ça, c'est une réflexion à conduire ensemble. Mais bien, nous, effectivement, l'idée avant tout, c'est pour la science et le passage de quelles sont les données qu'on va essayer de mobiliser et d'avoir pour faire de la science et celles qu'on va utiliser et verser dans des cartes grand public sur le site de l'IGN, sur l'observatoire. Ça, c'est encore, comme tu dis Serge, c'est encore une toute autre question, ça, effectivement. Mais je pense qu'on a une vraie complémentarité à faire là avec les collègues de l'IGN là-dessus, ça c'est sûr. Très bien. Marion, tu veux réintervenir? Oui, je voulais juste apporter un petit complément à propos des sciences participatives. Donc, c'est une bonne idée, je trouve, l'histoire de la plateforme participative des propriétaires là, qui seraient prêts à, pour la beauté de la science, à donner des infos sur leurs pratiques. Après, juste savoir qu'on réfléchit aussi, toujours dans le même projet, pas si fort, à comment combiner des données qui sont protocolées selon un échantillonnage statistique bien carré et des données participatives qui, comme le disait Serge, je crois, tout à l'heure, ont toujours ce risque de biais. C'est-à-dire que les propriétaires qui sont prêts à se lancer dans du participatif, ils ne sont pas forcément représentatifs de tous les propriétaires. Et donc, alors moi, je ne suis pas la mieux placée dans l'équipe pour vous en parler de ces aspects statistiques, de combiner protocolés et données opportunistes. Mais Frédéric Gosselin, par exemple, peut être contacté sur ces sujets-là. Oui, juste peut-être un
Un complément, c'est sûr que dans les approches écologiques, on peut avoir une vue exhaustive, arbre par arbre, super cartographiée de la forêt française. Côté propriétaire, cette exhaustivité, on l'aura beaucoup plus difficilement. Par contre, ce qu'on a l'habitude quand même de faire, ce sont des typologies de comportement et il y a possibilité de les relier à ces typologies de comportement, soit à des tailles de propriété, soit à des données écologiques ou des données de sylviculture. Et ensuite, ça, on peut les rentrer dans des modèles. Et c'est peut-être là où, après, on peut, par la modélisation, une fois qu'on a fait ce passerelle entre typologie de comportement et puis typologie de propriété, typologie de sylvicole, généraliser, cette fois-là, à l'échelle de la France, via des modélisations. Je pense que c'est ça le principal apport de ce que serait un observatoire ISHS, c'est que même s'il ne couvre pas l'ensemble des 3,5 millions de propriétaires, si on a des échantillons bien représentatifs, et c'est là où, par rapport aux sciences participatives, où on risque d'avoir effectivement des échantillons un peu biaisés, si on fait sur des échantillons plus ciblés à une échelle régionale, des sous-régions forestières voilà, un peu emblématique de la foresterie française ou des forêts françaises, on peut arriver ensuite à faire voilà, ces typologies de comportement et une généralisation à l'échelle de la région, voire de la France. Donc c'est une autre manière aussi de contourner l'impossibilité quasiment de faire de l'exhaustif. Et ça, on a quand même l'habitude de faire, aussi bien Serge, je pense au Bêta, que nous sur Bordeaux et d'autres labos aussi. Oui, nous, on l'a fait, hein, intégré dans des modèles, on l'a fait à des échelles très locales, mais effectivement, ça marche bien. Ouais. Merci. Bon, il y a eu beaucoup de choses de dites et beaucoup d'échanges sur des sujets qui sont finalement assez variés. Si je veux revenir un petit peu en arrière, on a parlé des enjeux des enquêtes propriétaires qu'on ne pourrait pas tout avoir, qu'il y a des enjeux, pour faire simple, de RGPD, hein, d'accès aux données, d'individualisation, simplement des enjeux de praticité aussi, j'imagine. Donc on pourra, j'ai noté ce que disait Charles, on ne pourra pas tout mettre en carte, donc voilà, j'en suis triste, mais on va être réaliste aussi. Parler rapidement des plateformes participatives, et puis on vient de parler de la possibilité de mobiliser tout cet ensemble de connaissances dans des approches de modélisation. Ça, c'était la dernière intervention de Philippe. Je voulais vous poser la question collectivement, est-ce que, quand vous parlez de modélisation, on a eu cette discussion avec les collègues de Faire Carbone pour les modélisations dynamiques forestières de l'objet biologique forêt, et on voyait que très rapidement, on parlait comparer les pommes et des oranges, parce qu'on a des approches qui sont très différentes de l'objet forêt. Et je pense que ça doit être certainement la même chose dans le SHS, où beaucoup de modèles sont mobilisés pour beaucoup de choses différentes. Je connais un petit peu le modèle FFSM, dont on a parlé jusqu'à présent, un petit peu simplement pour avoir lu quelques papiers, mais c'est une catégorie, je comprends bien, mais quels autres types de modélisation pourraient être, à votre sens, mobilisés au sein de ce projet ? Oui. Ah, le revoir. Je suis désolé. Renater n'est plus ce qu'il était. Ouais, je ne sais pas ce que vous avez entendu de la question. FFSM, tu t'étais arrêté à le modèle FFSM. Ouais, et la question que je voulais vous poser vraiment concrètement, c'est que quel type de modèle, à votre sens, pourrait être mobilisé dans ces projets? Est-ce qu'il y a déjà une connaissance de ça, ou est-ce que c'est en soi un objet de recherche de définir des typologies de modèles qui pourraient être mobilisés, à la fois des modèles spatialisés, des modèles de cycle de vie, des modèles
intégratif. Toulouse, Ah ouais, ouais. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué là. C'est très vieux bâtiment. Peut-être le mot modèle qui fait sauter le réseau. Ouais. Alors, Coupe ta caméra, sinon peut-être ça sera mieux pour la bande. tu as raison, tu as raison. Alors, on s'était posé la question dans le l'ex-PCE de comment, du coup, on va un peu plus loin que la collecte des données et on regarde comment ça marche dans les modèles qui sont disponibles et à la rigueur, comment on crée de nouvelles données simulées avec ces modèles. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, FFSM, ça c'est un modèle en routine qui marche, alors qu'il faut adapter quelquefois au niveau, si on veut des grains plus fins à l'échelle régionale. Mais on ne peut pas dire qu'on dispose de modèles de cette sorte qui peuvent, je ne sais pas, spatialiser les préférences récréatives à l'échelle nationale de façon routinière, quoi. C'est des projets en eux-mêmes et donc il y a des expériences pour faire ce genre de travaux, mais pas des trucs routiniers. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. Enfin, à ma connaissance, c'est peut-être, je dis ce que nous, ce sur quoi on a travaillé au Bêta et Laboratoire d'économie forestière avant. Voilà. Les modèles multi-acteurs sont généralement spatialisés pour le coup. Mais je ne sais pas, enfin, nous, on l'utilise assez peu. Je ne sais pas ce que. Qu'est-ce que vous utilisez? C'est Elodie à qui je laisse là. Après, c'est plutôt des modèles stats, mais. D'accord. Oui, c'est plutôt des modèles, enfin, des régressions économétriques, des modélisations de comportement, en fait. Au regard d'enquête, ça va être quels sont les facteurs qui favorisent tel type de pratique, par exemple. Ouais. Après, dans ce genre de modèle, il y a toujours moyen de faire des prédictions à partir d'un échantillon qui est censé être représentatif, d'utiliser des méthodes de transfert aussi pour avoir une validité externe sur d'autres régions, des choses comme ça. Mais ça demande du travail, quoi. C'est pas forcément en place, quoi. Après, il y avait la plateforme, alors je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais arrêtez-moi si quelqu'un sait, mais parce qu'on a discuté avec Faire Carbone et notamment dans un PC, ils ont un travail de couplage, notamment entre les modèles de croissance, donc type CAP6, et Maelia. Donc Maelia qui a l'air d'être une plateforme, j'ai l'impression, qui intègre un ensemble d'éléments sur les dynamiques foncière, on va dire, c'est-à-dire la nature, les modes de gestion de la ressource, enfin des différents, je ne sais pas à l'échelle de quoi ils travaillent, des parcelles, j'imagine. Donc avec pas que de la forêt, mais ça veut dire que potentiellement, il y a peut-être à travailler à travers cette plateforme-là, et donc, encore une fois, je n'ai aucune idée de ce que ça fait, mais j'imagine qu'ils allouent des comportements, enfin des types d'occupation du sol. Et typiquement, nous, c'est ce qu'on avait fait un peu déjà avec Philippe, avec des collègues, à traduire effectivement des matrices de transfert pour accompagner ces modélisations-là, c'est-à-dire enrichir les variables d'entrée de ces modèles-là en étant capable de dire, sur la base d'analyses un peu mieux compréhensives des catégories de propriétaires et de leur comportement envisagé, d'orienter tel sylviculture, du coup, CAP6 sur telle orientation plutôt telle autre, tel modèle sylvicole plutôt que tel autre, etc. Donc, c'était plutôt le couplage de données et de variables, essayer de traduire des variables comportement des propriétaires en variables d'entrée pour des modèles de croissance, etc. Et je pense que l'idée qu'ils ont d'en faire carbone donc sur
le PC Slamby, c'est de coupler Maëlia avec Cap6. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait voilà, de ce côté-là. J'en sais rien. Serge, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose parce qu'Antonello, donc, du coup, qui est sur le FFSM, travaille avec eux. Par contre, je ne sais pas en détail ce qu'ils font, mais on pourra le convier à d'autres réunions pour voir. D'ailleurs, on avait évoqué avec Olivier Théron, qui coordonne ce projet, quand même des collaborations fortes parce qu'ils vont faire des choses sur la forêt. Alors, eux, ils font ça sur tous les usages de sol, qu'il est inutile de refaire nous-mêmes, etc. Alors que Antonello, il sera engagé là-dedans, etc. Donc, effectivement, tu fais bien de rappeler ça. Il faudrait intégrer Antonello dans le groupe pour voir comment on peut porter ce projet aussi au sein de ce PC. Et ouais, tu dis, c'est Olivier Théron, Maëlia, c'est ça? Ouais. Ouais. Et il porte le projet SlamB. Oui, d'accord. Ouais. Mon souvenir, c'était quand même Maëlia, surtout une approche sur les agro-écosystèmes, les territoires agricoles plutôt. Alors, il y a eu des extensions qui ont été faites sur les forêts. Je pense que c'est le projet, parce que justement, je ne sais pas comment ils vont faire, mais plus ou moins coupler un peu ce qu'il fait dans la FFSM avec Maëlia. Ouais, parce qu'ils ont 2 cas d'études sur lesquels il y a pas mal de forêts, voire beaucoup de forêts. Et du coup, c'était l'idée d'introduire Cap6 dans Maëlia, justement, Jérôme, pour élargir aux autres usages de l'agrosystème, quoi. Enfin, à la partie forestière de l'agrosystème. Très bien. Une autre question, peut-être même la dernière question que j'aurais pour vous, c'est beaucoup des choses dont on a parlé sur les filières économiques en particulier, font penser à des choses que les boîtes privées font, l'intelligence économique. Et la question qu'on peut se poser, c'est concrètement aujourd'hui, une partie des discussions qu'on est en train d'avoir, est-ce que c'est des discussions est-ce que c'est des choses que déjà des privés font pour explorer les potentialités du secteur, voilà, du point de vue très très pragmatique et professionnel? Est-ce qu'il y a des traders qui sont impliqués à consolider les données de façon efficace? Alors, pas pour une finalité de recherche, bien évidemment, mais dans d'autres finalités? Ou est-ce que c'est complètement hors du champ de l'économie réelle, disons, avec des opportunités économiques? Je pose la question parce que naturellement, s'il y avait des entreprises qui sont des entreprises intéressées sur ces thématiques-là, ça pourrait être intéressant d'au moins avoir une discussion avec elles, pas forcément de travailler éventuellement avec elles, mais de voir quels sont leurs intérêts concrètement. Je ne sais pas si quelqu'un, je peux juste dire, on en a déjà parlé un petit peu, Jérôme, mais moi, je connais ça que de manière partielle, hein, mais il m'est arrivé une fois, il y avait la volonté de certaines boîtes d'essayer de vendre ça pour les opérateurs de la gestion, type coopérative, encore une fois, hein, c'est-à-dire comme un outil d'accompagnement, pour essayer de proposer des outils d'accompagnement à des produits de suivi de la gestion forestière, donc pour certains propriétaires. Donc ça se développe un tout petit peu, mais de manière, je pense, assez fragmentée, assez marginale. Je sais que il existe des produits comme ça d'aide à la gestion, mais donc on est là à l'échelle de la propriété. Donc le propriétaire qui aurait son petit truc là, qui lui permet d'avoir ses cartos, ses photos, ses trucs. Moi, j'ai entendu dire aussi qu'il faudrait peut-être voir aussi un petit peu avec eux que les propriétaires du centre de la France, là, les mecs qui ont des grandes machins avec des chaînes, voilà, qui ont un petit peu d'argent, on va dire. Et il y en a quelques-uns qui sont assez emballés par ça, et je sais qu'ils prospectent un petit peu de trouver des solutions un peu techno, un peu sympas pour gérer leur domaine, etc. Moi, voilà ce que j'ai entendu. Après, il y a l'autre champ. Donc là, on est dans le domaine de l'aide à la gestion forestière, mais comme tu dis, Jérôme, est-ce que ces gens-là ont des visions justement d'être en capacité de proposer
des datas, travailler sur ces datas de manière très agrégée pour être force de proposition et vendre des produits un peu plus élaborés, je ne sais pas, ce sera à creuser. Et l'autre domaine que je vois, encore une fois, c'est de ma fenêtre à moi, c'est éventuellement, qui est un peu stratégique, c'est la gestion des disponibilités de biomasse, quoi. Genre, ceux qui peuvent aider à définir des stratégies d'approvisionnement ou à anticiper des investissements. Voilà, donc comment ils raisonnent, à partir de quelles données, comme tu dis, est-ce qu'ils font juste appel aux données de l'IGN où ils consultent les rapports, les dossiers, les trucs publics, ou est-ce qu'ils ont leur propre logique d'acquisition de données? Je ne sais pas, on pourrait se renseigner, hein. Moi, je sais que un grand groupe, par exemple, là, je connaissais une personne qui a été chargée de faire un peu une approche prospective sur le temps long des disponibilités. Là, c'était le papetier là, de Smurfit ici, sur tout le grand ouest de l'Europe. Comment il s'y est pris? Est-ce qu'il a fait appel à ce type de structure? Je ne sais pas. Mais voilà, je partage avec vous, moi, où j'en suis. Je n'ai rien de bien concret. Je pense que ta question est intéressante. Elle mérite qu'on se la pose. Et ça mérite de creuser. Et puis de partager aussi nos informations les uns les autres. Peut-être que d'autres ont des connaissances plus pointues que ça là-dessus. Je ne sais pas, à l'IGN ou des choses comme ça. Je sais pas. Ou Serge, peut-être que Serge bosse déjà pour des gros traders. On ne demande pas d'avoir des informations personnelles. Il y a pas, non, moi, mon entrée sur ça, c'est les marchés du carbone volontaire, qui sont quand même des gros marchés à l'échelle internationale. Je ne sais pas si c'est une réalité sur le territoire national, en gros les crédits carbone, quoi. Et il y a énormément de relativement petites entreprises qui s'appuient sur des informations combinant la télédétection, les dispositifs voilà, dont on a parlé aujourd'hui, pour aider à faire un diagnostic ou faire des documents, des standards aussi, retravailler sur les standards de certification. Et ça, c'est un sacré business, hein. Enfin, moi, j'étais hier à une réunion avec le CNES et il y avait 3 entreprises françaises qui travaillaient sur ça. Pour ce qui travaillent à l'international, mais… Je sais qu'en agriculture, il y a pas mal de développement de start-up qui se lancent là-dedans, c'est vrai. Je t'avoue que dans le domaine forestier, c'est encore un peu timidos. Sachant que le label bas carbone, il est pour le moment pas mal aux mains du CNPF. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des grandes boîtes qui se soient achetées dessus pour vendre des crédits carbone. Mais peut-être. Mais je sais, oui, en agriculture, il y a des startups, il y a plein de startups qui sont créées pour ça. Dans le monde forestier, je n'ai pas l'impression, mais il faudra se renseigner. D'accord. Sur la partie… pardon, vas-y. Non, vas-y, Christine, si tu veux. Non, mais ce que je disais sur le LBC, en fait, c'est quand même très différent pour le coup de ce qui se fait en France. Et sur la partie forestière, il y a peu de choses. Il n'y a que 2 méthodes actuellement qui sont acceptées, donc ce n'est pas encore énorme. Et pour le coup, ils sont très visibles, hein, les acteurs qui sont lancés dedans. Il y a des boîtes qui se sont lancées, effectivement. Il y a des COP, hein, il y a beaucoup de coopératives, et puis il y a CNPF et l'ONF, il y a la Caisse des dépôts, mais il y a aussi des acteurs nouveaux qui se lancent. Et là, pour le coup, si vous avez besoin des infos, elles sont documentées dans les bases de données de la DGEC. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas du tout du même niveau que ce qui se fait à l'international, Jérôme. D'accord. Ouais, sinon, je n'ai pas intervenu avant, mais vous avez beaucoup parlé surtout de spatialisation et beaucoup de données, et plutôt privées. Pour la forêt publique, en fait, les aménagements, ils sont disponibles, ils sont tous publics. Par contre, la difficulté majeure, et qu'on a aussi en interne, c'est d'agréger la donnée, parce qu'en fait, vous avez des données qui sont sur plusieurs… les aménagements, c'est 20 ans, donc il y a les aménagements qui ont 19-20 ans, ou même 22-23, parce qu'il y a du retard. Et en fait, il y a un énorme problème d'agrégation de l'information. Donc, il y a certaines informations qui commencent à être agrégées, mais ça reste très lacunaire, hein, donc même en forêt publique. Donc après, je pense qu'il y a eu des échanges qui se sont faits au niveau de l'observatoire de l'IGN, donc il y a certainement des choses qui sont à ce niveau partagées avec l'observatoire, donc là peut-être que c'est partageable aussi
avec le PEPR, mais je ne pense pas que ce soit de l'information aussi détaillée que l'itinéraire dans son... Enfin, l'itinéraire sylvicole complet. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas sur étagère, en tout cas. Donc, les données que j'étais en train d'écrire en même temps que tu parlais, mais les données dont on parle là, elles sont partagées déjà à l'Observatoire des forêts de l'hygiène. C'est ça, si j'ai bien compris? Non, je dis qu'il doit y avoir une réflexion sur les données D'accord, ouais, disponibles et partageables avec les discussions avec l'Observatoire. ok. Donc, je pense que, voilà, il faut... Pardon. je pense que c'est plus Antoine qui doit avoir l'info. Enfin, je ne sais pas, Claire ou Henri, si vous avez les infos. Moi, ce n'est pas moi qui suis ce dossier-là. Donc, mais je pense que c'est remonté au niveau... Nous, c'est la direction forêt et risques naturels qui s'occupe de cette partie-là. Et je pense qu'il y a déjà eu des échanges là-dessus. Donc, voilà, il faudrait se rapprocher des interlocuteurs, soit côté ONF, soit côté hygiène, pour voir ce qu'il y a eu de disponible. Mais en tout cas, c'est certainement pas de l'info telle que vous la rêvez, là. C'est sûr que non. C'est sûrement pas sur étagère. Oui, Ouais. je confirme, il y a effectivement des échanges dans le cadre des différents clubs de l'Observatoire, là, et notamment avec l'ONF et la direction forêt et risques naturels sur les volumes désignés en fait, en martelage, essentiellement ça. Pour l'instant, qui a été partagé et qui sera diffusé assez prochainement, du coup, a priori. Mais effectivement, ce n'est pas des informations détaillées en termes Enfin, c'est pas des informations sur les aménagements. Alors ça, c'est des discussions qui ont été évoquées, qu'à terme, effectivement, ce serait quelque chose d'intéressant, une forme de compilation des informations d'aménagement. C'est du plus long terme, plus moyen long terme, et d'informations également de volume en forêt privée, pouvoir y avoir un peu la vue des différents opérateurs. Mais donc pour l'instant, en tout cas, ce qui a été discuté, ce qui sera diffusé prochainement, c'est les informations de volume désignées en martelage à une échelle assez quand même relativement agrégée. Enfin, c'est pas à l'échelle de la forêt non plus, et c'est pas... Il y a déjà un certain nombre d'informations et très intéressantes, donc c'est sûr qu'il y a déjà quand même pas mal de choses. Mais c'est pas des informations directement en gestion et c'est pas non plus des informations à l'échelle de la forêt. Oui. Ok. Pour être complètement sûr de comprendre, le problème là, il est quelle nature? Il est lié à la complexité des plans d'aménagement qui serait donc trop difficile à l'hygiène de gérer du fait de l'ancienneté ou de l'hétérogénéité des données, ou c'est un problème de propriété des données, ou c'est un problème de RGPD? Non, j'imagine que ça doit être un problème de RGPD. Et de format, je ne sais pas si... C'est un problème, enfin, juste problème de format, alors oui. Je pense que Oui, il y a aussi des problèmes d'appellation, c'est-à-dire que ce n'est pas homogène, il y a des problèmes de cartographie pas cohérentes, qui sont à des dates différentes, il y a tout un paquet de problèmes, parce qu'il y a plein de cartographies différentes à l'ONF, sur les stations, sur le martelage, sur les travaux, sur le renouvellement, sur... voilà, il y en a plein. Et puis donc dans les aménagements, c'est plutôt sur les peuplements et les essences et les structures. Et c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus de ce que vous discutiez. Mais en fait, toutes ces parties-là, c'est souvent dépendant du contexte régional, voilà, c'est dépendant de l'époque, dépendant, voilà. Et à partir du moment où on veut agréger, donc il y a eu une direction territoriale qui a voulu agréger une information minimale de peuplement à une échelle territoriale, et ça a été un travail énorme qui a duré plusieurs années. Donc là, c'est vrai que dans cette zone-là, on a une carto intéressante, mais alors qui est datée en plus, parce que c'est à une date donnée. Mais non, c'est vraiment compliqué en fait. Les aménagements, alors je pense que plus ça va aller, plus ça va être homogène et remonter au niveau national, mais il y a quand même un retard sur ce point-là, quoi. Après, pour moi, là, ce dont on parle éventuellement un peu plus précisément, ce qu'on rechercherait, c'est plutôt ce qu'il est prévu de faire. C'est-à-dire pas tout ce qui est la partie diagnostique de je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ce serait davantage d'avoir des éléments
Alors, par exemple, le plus gros niveau, on va dire, par exemple, pour les aménagements ONF, d'avoir déjà les périmètres des séries d'aménagement. Ça, déjà, ça nous indiquerait comment, à l'échelon en dessous du périmètre d'une forêt domaniale, comment cette forêt domaniale est découpée en termes, puisque les grandes séries correspondent à des grands enjeux. Tu vois, c'est le premier niveau. Et après, on peut descendre plus bas sur les possibilités de coupe qui sont envisagées ou pour moi, c'est les traitements qui sont conduits, ce qui est différent de l'état des peuplements. Pour moi, ce serait plutôt une cartographie des traitements, c'est-à-dire des trajectoires de gestion dans lesquelles sont engagés les peuplements. C'est ça qu'on aimerait plus précisément récupérer pour avoir cette vision de la dynamique de gestion en fait, qui est mise en œuvre. Moi, je pensais à ça. Tout le reste, tu as raison, hein, ce sont aussi potentiellement des informations qui seraient intéressantes d'agréger, de croiser avec le reste de l'observatoire. Mais moi, je pensais plus spécifiquement à cet aspect-là de qu'est-ce qui est prévu, en fait, et de coupler ça avec ce qui est fait. Et c'est là où, effectivement, qu'est-ce qui est martelé ou qu'est-ce qui est fait comme chantier. Ouais. Alors, je pense que en fait, ce qui est prévu et qui est partageable, à mon avis, c'est ce qui est discuté au niveau de l'observatoire, c'est-à-dire, c'est ce que dit Claire, en fait, qu'il y a des choses qui ont été évoquées et envisagées pour la suite, mais voilà, je pense que c'est un peu la même teneur de discussion que pour les échanges avec l'observatoire. Donc, je pense que c'est intéressant de se rapprocher de ces gens-là, en fait. Très bien. Et sinon, alors j'ai juste en profité parce que moi j'étais un peu décalée, je ne m'attendais pas forcément à cette entrée-là dans la discussion cet après-midi. Mais quelque part, en fait, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout parlé des approches après qui concernent plus la partie filière, en fait, et qui, moi, me paraissent absolument incontournables si à un moment on veut aller vers de la bioéconomie agile et circulaire, là. Donc, bon, clairement, je pense qu'on s'en est assez éloigné là, à ce stade-là. Mais pour le coup, il y a eu des travaux alors, qui étaient plutôt pilotés par AFOCEL et puis après par FCBA, qui ont permis de faire des enquêtes sur des entreprises de travaux forestiers, sur tous les niveaux de mécanisation, tous les structures économiques de ces petites entreprises, aussi sur les scieries, ça c'était plutôt CTBA d'ailleurs. Et je pense que c'est des choses qui sont quand même assez importantes et incontournables à un moment si on veut avancer dans la compréhension de l'évolution de la filière forêt-bois dans son ensemble par rapport au contexte très fort des changements qui nous arrivent sur la figure, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des contextes de coupes importantes sanitaires, on a quand même des déflagrations assez fortes qui tombent sur ces petits systèmes-là. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se passent qu'on ne comprendra pas si on observe que la partie forêt, quoi. Et en particulier, nous, on est très attentifs aux questions d'exploitation respectueuse des sols et on ne peut pas avancer si on ne travaille pas avec les gens, finalement, qui sont aux manettes, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, c'était pour dire que quelque part, j'ai plutôt compris que ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout envisagé. Je l'ai évoqué au début. Non, je pense que je ne suis pas complètement d'accord. J'ai parlé des enquêtes annuelles de branche, de la veille économique mutualisée. Ouais, mais c'est très macro, c'est extrêmement macro. Non, mais c'est macro parce que les données sont agrégées. Mais agrégées. Ouais, mais par exemple, les aspects plus techniques associés, les aspects, par exemple, sur le niveau de matériel que ont les petites scieries, ce qu'ils arrivent à scier, etc. C'est des approches très, très importantes. Et puis, quelque part, moi, je pense qu'Henri posait la bonne question, c'est-à-dire que la cartographie, typiquement pour des questions de filière, c'est pas forcément le truc le plus important à comprendre. Ce qui est vraiment à comprendre, c'est la topologie des flux. Et quelque part, alors évidemment, on ne peut pas faire des flux locaux très détaillés, mais au moins des flux régionaux. Je pense qu'en fait, il y a un moment où on a absolument besoin de passer par ça. Et donc, bon, c'est vrai que c'est des choses qu'on regarde, nous, par ailleurs, dans d'autres projets, hein, mais bon, en tout cas, je me dis que c'est peut-être un peu dommage. Alors, peut-être que je ne connais pas assez OLEF, hein, mais peut-être que c'est des choses que vous faites aussi dans des enquêtes dans le cadre d'OLEF. En tout cas, pour nous, c'est vrai que du côté forêt,
on avait bien identifié plutôt pour le coup FCBA qui était acteur sur ce sujet-là. Et c'est d'ailleurs eux aussi qui s'occupent de la VEM en pratique. Mais quelque part, c'est quelque chose qui est fragilisé dans le paysage, puisque le FCBA, ils n'en ont pas fait depuis un moment, là, puisque la dernière fois qu'il y a eu des travaux dessus, ça a été fait par un autre cabinet d'expertise. Donc, bon, voilà, c'était juste une remarque. Mais en fait, la démarche va être la même, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans un premier temps, de travailler sur l'ensemble des données. Comme on l'a raisonné par rapport à l'item gestion forestière, mais il y a bien ces deux items-là. Le second sur la filière, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on a déjà travaillé sur l'ensemble des données qui sont disponibles et jusqu'où on peut aller. Et dans un deuxième temps, de la même manière dont on a parlé sur la possibilité de stratifier des échantillonnages, de pouvoir faire des enquêtes ciblées en fonction de questions qu'on se pose et qui vont plus loin qu'effectivement une cartographie de l'existant et de la localisation des différentes structures économiques, il y a bien la possibilité de travailler plus finement, et comme je le disais, et je pense que ces analyses plus fines, appliquées, comme je le disais tout à l'heure, des analyses de cycle de matière, et de suivre un petit peu des chaînes de valeur et de mieux comprendre les différents opérateurs de ces chaînes de valeur et leurs enjeux, etc., ça nécessite des focus après. Mais la première brique, et comme on l'a dit pour la gestion, c'est déjà d'avoir cet inventaire des données existantes, de jusqu'où on peut aller pour de l'exploitation de ces données à la maille de l'individu, et puis dans un deuxième temps, d'avoir potentiellement et de mobiliser, comme on l'a dit pour les propriétaires, des enquêtes stratifiées plus fines. Il est possible d'envisager des enquêtes stratifiées plus fines aussi auprès des acteurs économiques. Et donc, on envisage de manière similaire ces deux approches-là. La question est de savoir dans quel sens il faut les prendre et comment on va, je dirais, organiser notre travail dans le temps pour réaliser tout ça. Et puis, ce qui sera fait dans ce PC et ce qui servira de base pour derrière un projet ciblé sur une question plus fine, mais d'avoir cette information-là de base. Notre hypothèse, en fait, de départ avec Jérôme, c'est que d'avoir déjà mis à plat ces informations de base, comme disait Serge, de constituer des bases de données avec l'existant déjà, et de savoir ce qu'on peut croiser, ce qui existe, etc., c'est la première étape pour ensuite conduire des travaux plus approfondis autour de ces questions-là, hein, comme on a bien problématisé au début. La gestion forestière, c'est bien de savoir ce qui est prévu, ce qui est fait, et coupler ce qu'on voit dans les forêts avec ce qui est vu et ce qui est fait. Et pour la filière bois, c'est de mieux comprendre de la même manière les comportements des différentes entreprises, leurs stratégies et leurs interactions entre entreprises autour de chaînes de valeur. Ça, c'est pour moi, ce sont les deux axes qui structurent, et on doit, mais la manière de les appréhender, c'est d'abord de partir de l'existant, voir comment on peut agréger ça dans des bases de données et qu'est-ce qui est disponible, et puis dans un deuxième temps, de mener peut-être des travaux plus exploratoires, où là, on peut effectivement avoir des approches, faire tourner des modèles, des choses comme ça plus fins à ces échelles-là. C'est cette stratégie-là qu'on adopte là. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tous les cas, c'est l'idée de partir dans cet ordre-là. Ok. Voilà, et c'est effectivement pas exclusif d'autres approches comme les Living Labs, dont on n'a pas parlé aujourd'hui parce que c'est dans un autre projet ciblé, et comme les autres projets qu'on pourra éventuellement actionner dans le cadre des appels à projets, qui pourraient être aussi des use cases qui s'appuieraient sur les données qu'on aurait générées, enfin, qu'on s'inscrit sur le temps long. Donc j'espère qu'on pourra prendre toutes ces idées, y compris celles que tu mentionnes, Christine, pour les aborder, ou en tout cas les découvrir de point de vue recherche. Bah, écoutez, ça fait, il est 16h, ça fait 2 heures qu'on échange. Peut-être qu'il est temps de boire un café pour certains, ou de préparer la fin de la journée. Merci beaucoup pour vos contributions. Cette présentation sera mise en ligne sur le site web du PEPR Forest. Et le support également, les quelques transparents seront aussi mis sur le support. Merci encore. N'hésitez pas à revenir vers nous. Jérôme, tu es en vacances toi déjà. Ton ordinateur en tout cas, ou ton réseau. Ouais. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis donc, bonne fin de journée et bon week-end. Ciao. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.